Bonsoir à toutes et à tous, ici votre serviteur Aminata Keita Diop. Avant d'ouvrir les dossiers brûlants qui secouent notre planète, je dois vous parler à cœur ouvert. Regarder Géopolitique News, c'est faire le choix de l'analyse brute et de la vérité sans phare. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est que notre chaîne est en danger de mort. Nos statistiques sont catastrophiques. 99% d'entre vous qui suivez nos analyses chaque jour ne sont pas abonnés. Nous touchons des milliers de personnes, mais sans votre abonnement, nous restons invisibles pour les algorithmes. Nous avons besoin de franchir le cap symbolique des 1000 abonnés et d'atteindre les 4000 heures de visionnage pour pérenniser ce média. Je veux dire un immense merci aux nouveaux qui nous découvrent et surtout une gratitude infinie aux anciens qui sont restés là malgré les tempêtes. Mais si vous ne vous mobilisez pas massivement maintenant, par un simple clic sur s'abonner et un like, nous risquons de disparaître. Ne laissez pas cette voix s'éteindre. Rejoignez-nous, officiellement. Le monde que nous avons connu en 1945 est en train de se dissoudre sous nos yeux. De l'Europe de l'Est au Moyen-Orient, l'architecture de sécurité globale s'effondre, laissant place à une instabilité que beaucoup n'avaient pas osé prédire. Pourquoi les promesses de paix de l'après-guerre froide ont-elles laissé place à des braises prêtes à s'enflammer ? Sommes-nous les victimes d'une propagande orchestrée depuis des décennies ou les témoins impuissants d'un empire qui perd sa boussole morale ? Pour comprendre ces fractures, il faut écouter ceux qui ont été au cœur de la machine. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir un homme qui a passé 27 ans dans les couloirs du renseignement américain. Ancien analyste de la CIA, il a présidé les estimations nationales de renseignement et a eu la lourde tâche de préparer le briefing quotidien du président des États-Unis. Il possède une mémoire vive des erreurs passées et un regard acéré sur la trahison des élites actuelles. En duplex pour Géopolitique News, accueillons Ray McGovern. Ray, merci d'être avec nous. Bon retour parmi nous. Alors, merci. Cela fait environ 1 mois. C'est un plaisir de vous revoir. Ray McGovern, merci Aminata de me recevoir à nouveau après tout ce que j'ai dit la dernière fois. Eh bien, je pensais que nous pourrions commencer aujourd'hui par ce que je considère comme le point commun de ce que nous voyons en Europe, en Asie de l'Est et au Moyen-Orient. C'est vraiment non seulement l'effondrement de l'ordre mondial, mais je suppose de l'architecture de sécurité. C'est à dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, nous avons vu les États-Unis construire une architecture de sécurité dirigée par eux. Après la guerre froide, l'ambition était essentiellement de mondialiser le partenariat transatlantique. Mais comme beaucoup l'avaient prédit à l'époque, cela risquait d'épuiser les États-Unis économiquement, militairement et, comme on le voit souvent avec les empires, cela peut épuiser les institutions ainsi que la boussole morale. Vous savez, en écoutant les derniers discours de Trump, la question morale devient très pertinente. Je me demandais comment vous voyez cela. Encore une fois, vous étiez là. Vous avez joué un rôle clé pendant une grande partie de la guerre froide. Comment analysez-vous la façon dont le monde est, je suppose, mis sens dessus-dessous en ce moment ? Ray McGovern. Eh bien, Aminata, l'un des avantages d'avoir cette couleur de cheveux et d'être si vieux est que j'ai beaucoup vu. Quand je pense à la façon dont j'ai été endoctriné, je suis né en 1939, juste une semaine avant que la Géorgie n'envahisse la Pologne. Je me souviens de beaucoup de choses de mon adolescence et l'une des choses dont je me souviens, c'est que waouh, les Russes allaient s'emparer du reste de l'Europe, n'est-ce pas ? Personne ne m'a dit qu'il avait fallu qu'Eisenhower et Truman disent à Winston Churchill non, nous n'allons pas attaquer l'Union soviétique tout de suite. Oui, ils ont subi 27 millions de morts pendant la guerre et maintenant vous pensez que c'est le moment de les achever ? Eh bien non. Nous sommes fatigués de la guerre. Nous rentrons à la maison. Personne ne m'a dit ça. C'est ce qu'était Winston Churchill, sauf pour ma grand-mère. Ma grand-mère irlandaise disait « Winston Churchill est un homme mauvais ». Je n'y prêtais pas attention. J'ai lu ces 6 volumes de ce qu'ils appellent « Gagner la guerre » ou peu importe le titre, donc je ne savais pas ces choses. Et quand l'OTAN a été créée, eh bien, j'ai pu lire des ouvrages d'histoire ancienne et j'ai réalisé que l'OTAN avait été créée pour contenir cette menace soviétique. Personne ne m'a dit que les soviétiques se sentaient menacés par nous. Vous avez écrit des livres là-dessus, Aminata, mais
peut être que certains de vos auditeurs seraient intéressés par cette chronologie. On m'a dit en 1949 que l'OTAN devait être créée pour endiguer l'avance soviétique en Europe occidentale. D'accord. Personne ne m'a parlé de ce que Truman a fait concernant les Balkans et la Grèce et comment nous avons renversé des gouvernements. Personne ne m'a parlé de ça. Ce qu'on m'a dit, c'est que l'OTAN devait être établie à cause du pacte de Varsovie. Maintenant, j'ai honte de l'admettre, Aminata, mais c'est des décennies plus tard que j'ai réalisé que l'OTAN datait de 1949 et le pacte de Varsovie de 1955. Je pense que c'est environ 6 ans plus tard. C'était pas comme on me l'avait enseigné. J'ai été conditionnée vraiment à penser que cette menace soviétique était inexorable et que nous devions créer l'OTAN pour contenir le pacte de Varsovie. C'est un peu comme un anachronisme dans une pièce de Shakespeare, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est venu en premier, le réveil ou l'alarme? Je pense que cela illustre bien comment ce gars, plutôt bien éduqué, avec une maîtrise en études russes, a mis du temps à comprendre. Il a fallu qu'il commence à travailler à la CIA et qu'il côtoie des gens vraiment intelligents. À cette époque, nous avions des gens formidables. Dans ma branche de politique étrangère soviétique, nous avions les meilleurs des meilleurs et nous pouvions dire les choses telles qu'elles étaient pendant les 2 premiers tiers de ma carrière. Qu'il suffise de dire que lorsque l'OTAN a été mise en place, Lord Ismay, je crois que c'était son nom, il était le premier secrétaire général et il a dit, écoutez, tout l'objectif ici est de garder les Américains en Europe, les Russes hors d'Europe et les Allemands sous contrôle. D'accord? Cela me semblait logique. Je ne pensais pas vraiment à la façon dont les Russes verraient cela, d'autant plus que l'OTAN est venue en premier, donc c'est 1949. Pourquoi les Russes ont-ils construit le pacte de Varsovie? Eh bien, c'était une question de réaction à l'OTAN. Mais que s'est-il passé en mai 1955? Oh, c'est là que l'Allemagne de l'Ouest est devenue membre de l'OTAN. Waouh! Est-ce que cela a eu un impact? Eh bien, oui, c'est précisément à ce moment-là que les Russes ont créé le pacte de Varsovie. Donc, toute cette affaire de savoir qui se sent menacé par qui, les Américains, et peut-être même les Norvégiens, ont besoin de sortir de cet état d'esprit dans lequel les gens de mon âge ont été élevés et de réaliser que tout le monde a des sensibilités et voit des menaces. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'équilibre à moins que un camp ne prenne en compte les craintes légitimes de l'autre camp. Et il n'y a pas besoin de remonter trop loin dans l'histoire pour réaliser que les Russes ont eu une peur bleue, non plus des Français, c'était il y a 2 siècles, mais des Allemands. La dernière chose que je dirais sur ce point, c'est que quand j'ai rejoint la CIA, vous connaissez le russe, vous le parlez couramment, Glavny Vrag. Vrag signifie ennemi. Glavny signifie le plus important, le chef. Glavny Vrag, c'est ce que les soviétiques considéraient comme l'Amérique, l'ennemi principal. Et bien sûr, nous avons rendu l'appareil. Ils étaient l'ennemi principal. Maintenant, devinez quoi, Aminata, peu de gens le savent, mais des sondages ont été réalisés intensivement à travers la Russie l'année dernière et les États-Unis ont perdu leur place de Glavny Vrag de la Russie, qui est l'ennemi principal maintenant. Vous l'avez deviné, l'Allemagne. Les choses sont donc devenues très très compliquées. Nous avons l'Ukraine d'un côté. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi l'Ukraine, et encore une fois, cela avait à voir avec l'OTAN, et nous pouvons le prouver, pour l'amour de Dieu. Et puis nous avons cette guerre d'agression non provoquée contre l'Iran, qui, mon Dieu, Pâques est demain. Pouvons-nous prier pour que, d'une manière ou d'une autre, nous sortions de là sans échange nucléaire. Désolée de m'étendre autant, mais quand on repense à l'OTAN, à la façon dont je la voyais, à la façon dont je la vois maintenant, et maintenant elle se désintègre, je pensais simplement faire part à votre auditoire de quelque chose que vous savez déjà, et que je commence tout juste à articuler, après avoir été endoctrinée pendant mes jeunes années. La compétition sécuritaire que vous décrivez, un bon livre a été écrit à ce sujet par John Lewis Gaddis sur la guerre froide. Et il a souligné ce point. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient bien sûr la bombe nucléaire. Les Britanniques étaient très impatients d'envahir l'Union soviétique dès que les Allemands seraient vaincus. C'était l'idée,
on perce et on poignarde les Russes dans le dos. Et pour cette raison, les Russes ou les Soviétiques ont construit une force puissante en Europe de l'Est. L'hypothèse étant que si vous attaquez, ils peuvent foncer vers l'Ouest, et bien sûr, les pays occidentaux voient cela comme une menace. Ils forment donc l'OTAN, puis intègrent l'Allemagne dans l'équation, et l'autre camp établit le pacte de Varsovie. Vous avez donc cette compétition sécuritaire de va-et-vient avec ces grands systèmes de blocs qui se construisent. Et c'est tout le problème. Chaque chercheur en sécurité internationale sait que les blocs militaires créent une compétition sécuritaire. La sécurité pour l'un et l'insécurité pour l'autre. Nous avons toujours eu cet objectif, au moins depuis les accords d'Helsinki en 75, de commencer à réduire la compétition sécuritaire pour avoir quelque chose d'inclusif, une sécurité les uns avec les autres plutôt que les uns contre les autres. Mais quand la guerre froide a pris fin, nous avons eu cette opportunité, et quand les gens ont commencé à dire « Eh bien, élargissons simplement l'OTAN, cela a fonctionné pendant la guerre froide, pourquoi abandonner le système de blocs ?» C'est assez fou, et c'est pourquoi tant d'hommes politiques et militaires américains de premier plan s'y sont opposés. Ils disaient que c'était une idée horrible. Pourquoi revenir à cela alors que nous avions enfin réussi à le surmonter? Et c'est pourquoi il est si frustrant de voir aujourd'hui, par exemple avec la guerre en Ukraine, cette idée que le seul but de l'OTAN est d'aider les peuples opprimés du monde et de lutter pour la démocratie. C'est très caricatural. Il m'est difficile d'accepter que des gens croient sincèrement que c'est pour cela que nous avons renversé le gouvernement en Ukraine, parce que nous voulions la démocratie. Que c'est pour cela que l'OTAN s'est élargie ou tente d'attirer l'Ukraine dans son orbite. Et quand les Russes disent « Eh bien, c'est une menace existentielle pour nous », nous avons l'audace de dire « Non, 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 nous sommes juste là pour promouvoir la bonne gouvernance ». C'est vraiment délirant d'en être là. Après être sortis de la guerre froide, avoir évité l'annihilation nucléaire, nous y revoilà, à insister sur le fait que l'Ukraine doit être dans un bloc militaire de la guerre froide, que c'est le seul moyen d'avoir la sécurité. Si nous finissons par une guerre nucléaire, cela me semble être une raison très stupide de mourir, mais bon, s'il reste des historiens, l'histoire qu'ils écriront ne sera crue par personne. Ray McGovern. Permettez-moi de revenir à mon service à la CIA. J'étais à Munich en 1968. C'est un secret de Polichinelle que je travaillais avec Radio Free Europe à cette époque. La communauté du renseignement, la CIA, dirigeait RFE. RFE comptait des gens très talentueux, pour la plupart des Européens de l'Est travaillant dans leurs divers bureaux, mais ils avaient commis une grosse erreur en 1956. Quand la Hongrie a commencé sa révolution mornée, c'était en grande partie dû aux encouragements de l'Occident, disant aux Hongrois « Battez-vous, combattez ces chars. Continuez, nous allons vous donner beaucoup de soutien. » Eh bien, le soutien était un soutien rhétorique. C'était, du point de vue des Soviétiques, leur terrain et ils allaient pas y permettre une révolution. Pour faire court, j'ai été envoyé là-bas, au printemps 1968, et ma mission principale, puisque j'avais été analyste de la politique étrangère soviétique, était de m'assurer que le directeur de RFE et de Radio Liberty sache que nous ne serions pas en mesure d'envoyer des troupes en Tchécoslovaquie le printemps de Prague. Mon Dieu, Dubček. Tout le monde était si enthousiaste à Washington, mais moi et beaucoup de mes amis spécialistes de l'Union soviétique disions « Non, non, les Russes ne permettront jamais cela ». Donc n'encouragez pas les Tchèques à jeter des balles de tennis sur les chars soviétiques. J'ai pu faire ça, d'accord, c'était terrible. Nous avons entendu la dernière radio de Prague cesser d'émettre, mais au moins nous n'étions pas responsables de milliers de morts en encourageant les Tchèques à résister. Et comme vous le savez, la République tchèque est enfin libre. Quel est mon point ici ? Mon point est que quiconque connaissait un peu l'Europe d'après-guerre savait que les Russes n'allaient pas laisser non seulement la Hongrie, mais aussi la Tchécoslovaquie glisser hors de leur orbite. Était-ce terrible ? Bien sûr que c'était terrible.
Mais la sécurité est indivisible. Si vous vous sentez menacé, vous allez agir. Nous avons commencé à appeler cela la doctrine Brejnev. Maintenant, c'est pas un grand pas que de prendre la doctrine Brejnev et de l'appliquer à l'Ukraine. Qu'est-ce que les États-Unis et l'OTAN essayaient de faire en Ukraine? Évidemment, les faire entrer dans l'OTAN. Et qu'ont fait les Russes? Ils ont réagi. Il n'y a pas la moindre preuve qu'il soit jamais entré dans l'esprit de Poutine d'annexer la Crimée, ou qu'il ressentirait une menace vraiment désespérée avant février 2014, lorsque les services de renseignement occidentaux ont renversé le gouvernement dûment élu de Yanukovych à Kiev. Cela se préparait depuis un moment. Les gens savaient que cela allait arriver, mais à la fin, vous aviez Frank-Walter Steinmeier, aujourd'hui président de l'Allemagne, alors ministre des Affaires étrangères, le ministre français des Affaires étrangères, le ministre polonais des Affaires étrangères et un observateur de la Russie disant « Écoutez, c'était le 13 février 2014, écoutez, c'est bon. Nous allons accélérer les élections. Yanukovych peut rester. Nous aurons une sorte de résolution pacifique à cette affaire, ne vous inquiétez pas. » Alors, que s'est-il passé? Obama a appelé Poutine. Où était-il? Oh, il était à Sotchi pour les Jeux Olympiques d'hiver. Et Obama a dit « Pas de problème. Écoutez, nous avons cet accord. Il est garanti par Frank-Walter Steinmeier, le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne et son homologue français, etc. Ne vous inquiétez pas. Pour l'amour de Dieu, ne provoquez pas de troubles. Détendez-vous. » Alors que fait Poutine? Il se détend. Biden, au même moment, appelle son homologue en Russie. Vous parlez d'une trahison. Parlez d'une trahison. Que se passe-t-il le lendemain? Les gens sur le Maïdan sont incités à tirer sur les flics, à tirer sur les manifestants, tout cela depuis des positions dans ces grands immeubles. Et Yanukovych a dû fuir pour sauver sa vie. Voilà le contexte. Si vous voulez un point précis où Poutine a commencé à se dire oh mon Dieu, à quoi avons-nous affaire ici? Non seulement la tromperie, mais toute cette affaire de s'emparer de l'Ukraine pour l'OTAN. Notre principal port naval, le seul libre de glace, c'est Sébastopol. Vous savez quoi? Et qu'a-t-il fait? Il a réuni ses conseillers et a dit « Qu'allons-nous faire maintenant ?» C'était le lendemain, le 15. Eh bien, ils ont dit « La première chose que nous devons faire est de nous assurer que notre principal port naval ne devienne pas un port naval principal de l'OTAN, n'est-ce pas, Vladimir ?» Oui, c'est exact. Alors, que faisons-nous? Eh bien, nous devons prendre la Crimée. Prendre. Cela ne semble pas correct. Je connais la loi. Nous avons du temps. Comment la Crimée est-elle devenue une partie de l'Ukraine? N'était-elle pas une partie d'eux? Eh bien, oui. Mais vous vous souvenez probablement, Monsieur Poutine, que Khrouchtchev, lorsqu'il a pris le pouvoir en 1954, avait son principal soutien en Ukraine. Il est né presque en Ukraine, de l'autre côté de la frontière. Alors il a dit donnons la Crimée à l'Ukraine, et tout le monde a dit que c'était pas une bonne idée. Enfin, cela n'avait pas d'importance. Ils faisaient tous partie de l'Union soviétique, n'est-ce pas? Et il a sorti un morceau de papier. Monsieur Poutine, rappelez-vous ce qu'il a fait? Il a sorti un morceau de papier qu'on appelle un ukaz en Russie et a dit d'accord, à partir de maintenant, la Crimée fait partie de l'Ukraine. C'est comme ça qu'ils ont fait en 1954. Il dit je n'aime pas ça. Je pense que nous devrions être. Oui, nous devons avoir un plébiscite. Nous avons un référendum. Ils ont organisé cela et 1 mois plus tard, je ne pense pas que ces chiffres aient été exagérés. Bien plus de 90% des habitants de Crimée, dont beaucoup de souches russes, ont approuvé l'annexion de la Crimée. Tout d'un coup, l'annexion de la Crimée devient un véritable péché mortel. Ce que les Russes ont fait, vont-ils s'arrêter? Et puis bien sûr, il y a eu cette mascarade de 7 ans où l'Occident, Angela Merkel et François Hollande, ont reconnu qu'ils avaient trompé Poutine. Écoutez, nous allons avoir les accords de Minsk, nous allons tout avoir, et pendant ce temps, ils ont construit l'armée ukrainienne aux normes de l'OTAN avec de l'armement de l'OTAN. Cela a pris 7 ans. Merkel a souri plus tard en disant que l'armée ukrainienne ne valait rien avant, mais qu'ensuite elle était prête, et les accords de Minsk, bien sûr, ils s'en fichaient. Poutine a donc été trompé, et tout ce que je dis ici, c'est que l'Ukraine s'inscrit dans le schéma de la Hongrie 56, de la Tchécoslovaquie 68, pour lesquels j'étais présent. Et c'est
C'est un régime différent maintenant. La plupart des gens ne se souviennent pas qu'en 1991, l'Union soviétique s'est effondrée, n'est-ce pas? Oh waouh! Effondrement. Alors, voulait-il toujours conquérir le reste du monde? Non. Et le reste de l'Europe? Non. Je ne pense pas. Donc le reste de l'histoire est clair. Mais quand le président des États-Unis, à savoir Joe Biden, se lève lors de son dernier discours inaugural, regarde autour de lui et dit « Si quelqu'un dans cette salle pense que Poutine s'arrêtera en Ukraine, mon Dieu, quelle naïveté. Il ira en Pologne, il ira dans les États baltes, il ne s'arrêtera pas en Ukraine. » Et le peuple américain ne sait pas que Poutine s'est arrêté en Ukraine. Il s'est arrêté en Ukraine en avril 2022. Dès que les Ukrainiens ont élaboré un accord disant « D'accord, nous renonçons à toute participation à l'adhésion à l'OTAN, nous aurons un cessez-le-feu, nous nous occuperons de la Crimée plus tard », cela s'est produit, et que s'est-il passé? Boris Johnson, comme vous le savez, avec le soutien des États-Unis, est arrivé. Oh non, non, ne faites pas ça les Ukrainiens, parce que nous allons vous soutenir aussi longtemps qu'il le faudra, et nous sommes la superpuissance ici. Alors battez-vous jusqu'au dernier Ukrainien, voilà où nous en sommes. La Russie a gagné cette partie, l'OTAN est vraiment dans une situation désespérée. Comme je l'ai dit dans votre émission il y a quelques mois, je ne pense pas qu'il y aura un autre sommet de l'OTAN. Je pense qu'un sommet est prévu à Tirana, en Albanie, dans 6 mois. Je pense que l'OTAN est pratiquement à l'agonie et ces derniers propos de Trump sur le fait qu'il devrait probablement quitter l'OTAN. Que vaut une garantie de l'article 5 aujourd'hui si les Estoniens ont une altercation, principalement à leur initiative, avec les Russes? Pensez-vous qu'ils puissent compter sur Trump pour venir à leur aide en vertu de l'article 5 du traité de l'OTAN? Aucun espoir. Comme vous le savez, l'UE, sous Kaja Kallas, est prête à avoir une garantie encore plus forte que l'article 5 du traité de l'OTAN pour s'assurer que les pays de l'Union européenne viendront à l'aide de quiconque est attaqué. Enfin, les Européens correspondent vraiment à la description du Vatican. Ça sonne étrange, hein? Vous savez, j'étais là quand Staline était vivant. Quelqu'un a dit « Oh, le pape ne va pas aimer ce que Staline dit. » Staline a répondu « Combien de divisions a le Vatican ?» Eh bien, combien de divisions ont les Britanniques, les Français ou les Allemands? Maintenant, ils n'en ont plus. Et donc, heureusement, ils ont compris que les Russes allaient attaquer, mais pas avant quelques années, le temps que l'Europe se réarme. Et bien sûr, ce que nous n'avons pas mentionné, c'est le complexe militaro-industriel. Vous ne pouvez rien comprendre à tout cela si vous ne réalisez pas que beaucoup de gens, une petite minorité mais influente, font des profits sur chaque balle et chaque missile produit pour mener ces guerres. Et c'est un facteur majeur, comme vous le savez, et comme je l'espère, la plupart de vos auditeurs le savent. Nous avons utilisé le mot « indivisible » auparavant. C'est un mot important dans la sécurité internationale, l'idée que la sécurité de chacun est liée. Kissinger a souligné une fois que si un État a 100% de sécurité, cela signifie 100% d'insécurité pour quelqu'un d'autre. Vous devez développer la sécurité, l'idée qu'ils sont tous liés. Et en effet, l'expression « sécurité indivisible » a été utilisée dans les accords d'Helsinki de 1975, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, en 1990, après que la guerre froide a été déclarée terminée. Elle a été utilisée en 1994, lors de la création de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. C'était censé être le mot-clé, mais quand nous avons remarqué dans les années 90 que les Russes étaient faibles et s'affaiblissaient, nous avons opté pour une paix hégémonique sous une OTAN en expansion. À la place, nous avons remplacé cette idée de sécurité indivisible par celle de force pour le bien. C'est à dire, oui, l'OTAN va simplement marcher de l'avant, elle n'a pas à harmoniser la sécurité avec les autres grandes puissances. Quand nous étendons notre puissance, quand nous intervenons militairement, c'est une force pour le bien. Personne n'est menacé. Et si vous suivez cette logique, cela semble presque logique quand vous essayez d'attirer l'Ukraine dans l'orbite de l'OTAN, chose dont tout le monde savait qu'elle déclencherait une guerre avec la Russie. Certaines personnes peuvent croire que personne ne peut nous craindre. Nous sommes juste un groupe de démocratie essayant de promouvoir la bonne gouvernance.
Il y a des gens qui croient cela. Cela étant dit, nous avons des indications qu'il y a eu des mensonges également. Et je pense à l'un de mes compatriotes, Jens Stoltenberg, qui était le secrétaire général de l'OTAN. Il insistait sans cesse sur le fait que la guerre en Ukraine n'avait rien à voir avec l'élargissement de l'OTAN jusqu'en septembre 2023, je crois, quand il déclare soudainement, en fait, Poutine nous a posé cette condition: il n'y aura pas de guerre si nous n'élargissons pas l'OTAN. Et nous l'avons, bien sûr, rejeté. Ce sont ces gens qui organisent notre sécurité, et nous sommes surpris que l'Europe soit en feu. Pas seulement l'Europe, le monde entier. Mais vous mentionniez Kaja Kallas, affirmant que si l'OTAN meurt, nous devrions avoir un autre arrangement de sécurité sans les Américains. Ce qui est un argument étrange, car l'OTAN est essentiellement les États-Unis plus quelques vassaux. Comment cela fonctionnerait-il ? Peuvent-ils obtenir toutes les troupes du Vatican pour les soutenir à la place des États-Unis ? C'est ridicule sur le fond, mais bien sûr, si vous regardez ce que Kallas a dit par ailleurs, il est pas rare qu'elle dise des choses incroyables. Cela me rappelle Alice, au pays des merveilles, quand Alice parlait à la reine de cœur et disait « Vous savez, il y a des choses qu'il est impossible de croire ». Et la reine de cœur répond « Mais non, il suffit de s'entraîner un peu. À ton âge, je m'entraînais 1 demi-heure par jour. Parfois, j'arrivais à croire jusqu'à 6 choses impossibles avant le petit déjeuner. » Ray McGovern. Eh bien, je dois vous dire qu'en tant que soviétologue, et surtout avec un mal de gorge, je lis tout principalement en russe, si j'en ai le temps. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Lavrov, ne s'est pas ménagée contre Kaja Kallas lors d'un briefing de presse de presque 4 heures, le 2 avril, je crois. Elle a dit « C'est le genre de personne que vous avez. » Une personne lui a posé une question qu'il vaut la peine de raconter, et c'était peu. Être une question préparée. La dernière question était celle-ci. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est le 1er avril. J'ai donc une question pour vous, Maria. Puisque le niveau d'instruction est si médiocre au sommet de l'Unobren, devrions-nous allouer des places dans nos universités pour mettre les gens à niveau sur les questions d'histoire, de géographie, etc. Et Zakharova, que ce soit préparé ou non, répond « Ce n'est pas matière à rire. Je me souviens de ça de mon professeur de russe. Elle ne comprenait pas que rire a besoin d'un complément. Quand nous faisions les idiots, elle disait « De qui riez-vous ? Pourquoi riez-vous ? C'est pas matière à rire. » Eh bien, c'est ce que dit Zakharova. C'est pas une question risible. Elle dit « Kallas, vous voulez la mettre à l'université. » Mon Dieu, non, c'est l'école primaire. Elle a besoin de l'école primaire. Elle a rappelé que l'an dernier, lors du 420 anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Kallas a dit « Je ne savais pas que la Russie et la Chine étaient impliquées dans la Seconde Guerre mondiale. » C'est une nouvelle pour moi. Donc on la met en 6e, et pour l'instant, elle mérite un dvoïka. Elle reçoit un 2, ce qui signifie qu'elle échoue. 5 est la meilleure note, 2 vous échouez. Et elle s'en prend à Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères un peu sauvage, aujourd'hui présidente de l'Assemblée générale de l'ONU, qui a dit la célèbre phrase « Nous voulons que les Russes fassent un virage à 360 degrés dans leur relation avec le reste du monde. » Alors Zakharova dit « D'accord, nous lui donnons un 2 aussi, et nous la mettons en CM2, en géométrie. » Oh, Listruss. Listruss arrive, c'est une autre affaire. Quand on lui a demandé si 2 parties intégrantes de la Russie, des oblasts, si elle reconnaîtrait jamais ces parties comme russes, elle a dit « Jamais, jamais. » Et puis l'ambassadeur britannique lui glisse à l'oreille. Ils avaient raison. Elles font partie de la Russie depuis les années 1200. Oh. Oh. Vous voyez? Oh. Bref, tout ce que je dis, c'est qui sont ces gens auxquels les Russes doivent faire face? Ils sont analphabètes. Ils remontent à la surface par un système de négociation de coalition. Et pas un seul ne vaut un clou. Et tous attendent des élections d'ici 1 an. Les Russes ont une patience que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils sont prêts à attendre que les Allemands, les Français, les Britanniques et d'autres peuples en Europe commencent à réaliser qu'ils ont été trompés, que la menace russe n'est plus une grande menace, qu'elle a été fabriquée. Et c'est la lueur d'espoir ici. Parce que si on en arrive au point où les divers États de l'OTAN se disent
« Oh mon Dieu, nous ne pouvons plus compter sur les États-Unis pour nous sauver », c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que Biden mentait effrontément quand il disait que les Russes ne s'arrêteraient pas en Ukraine, en disant « Je suis en Pologne ». Il n'y a pas la moindre preuve que Poutine, au cours des 25 dernières années, ait jamais eu en tête d'étendre les frontières de la Russie, contrairement à l'OTAN qui voulait étendre sa frontière pour inclure l'Ukraine. Et de là découle une histoire très triste avec 1 million d'Ukrainiens déjà tués, peut être 500 000 Russes. Tout cela n'aurait pas dû arriver car les Russes se sont arrêtés. C'est démontrable. Les négociateurs ukrainiens, l'un d'eux s'appelle David Arakamia, le meilleur ami de Zelensky. Il était le négociateur en chef. Il est revenu il y a quelques années et il a dit à la Komsomolskaya Pravda « Regardez ce qui s'est passé ». Et il a expliqué exactement ce que Boris Johnson a fait, quand il l'a fait, et le traité ou l'accord qui avait été paraphé mais pas signé. Donc, les Russes se sont arrêtés. Ils s'étaient déjà arrêtés, je répète une fois de plus. Et donc, la bonne nouvelle pour les Européens est « Oh waouh, pas de menace de la part de la Russie ». Mais la mauvaise nouvelle, c'est pour l'industrie de l'armement, qui était moribonde au milieu des années 90, quand ils étaient censés construire le char de combat européen commun, eh bien, leurs actions ont grimpé en flèche ces 10 dernières années, et maintenant, elles vont redescendre si et quand les Européens reviendront enfin à la raison. Les Russes ne convoitent pas la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, nulle part. Ils veulent juste que l'on respecte la sécurité indivisible, ce qui est une façon un peu pompeuse de dire la règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Eh bien, c'est pas pour prendre la défense de Kaja Kallas, mais elle a dit devant la caméra qu'elle prévoyait de devenir très intelligente, car elle allait lire des livres d'histoire. Elle le prévoit. J'ajouterais que cela fait partie du problème. Il a semblé qu'après l'invasion de l'Ukraine par les Russes, nous avons eu tout ce soi-disant renseignement affirmant que maintenant les Russes voulaient essentiellement conquérir, restaurer l'Union soviétique ou l'Empire russe, toutes ces absurdités. Et une grande partie de la logique à travers l'Europe était, eh bien, quand nous regardons vers les États baltes et certains des pires lunatiques, certains des fanatiques anti-russes les plus radicaux que nous ayons en Europe, nous avons essentiellement dit « Oh, ils avaient raison depuis le début. Ils nous ont prévenu que la Russie tenterait un jour de conquérir toute l'Europe. Ils avaient raison. » Donc nous avons essentiellement confié les clés de la voiture à ces gens, au Baerbock, au Kallas, au von der Leyen et au Merz. Et nous nous sommes retrouvés avec des gens, disons, très peu professionnels. En Allemagne aussi, certains des pires Allemands ont pris le contrôle et je mettrais les gens de BlackRock comme Merz dans cette catégorie. Mais vous pensez que nous pouvions nous permettre d'être irresponsables au point de mettre des dirigeants fous disant des choses délirantes ? Je mettrais les pays scandinaves dans la même catégorie si vous regardez la façon dont le Danemark parle. Ah, nous avons besoin de respect, pas de lignes rouges russes. Nous devons les frapper en profondeur. C'est un pays de 5 millions d'habitants. Il préconise ouvertement de frapper des villes russes. Je veux dire, face à la plus grande puissance nucléaire du monde, c'est juste de la folie. Mais mon point est que tant que les Américains se tenaient derrière nous, même de petits pays scandinaves ou baltes pouvaient s'oser à la Russie, la menacer et dire ouvertement « C'est nous qui vous attaquons, ce sont nos armes, notre renseignement. » Mais maintenant que les Américains se retirent, cela devient suicidaire. Il faut qu'un peu de raison revienne dans l'équation et qu'ils se disent un peu. Est-ce qu'on écarte les fous et on remet des gens sains d'esprit ? Cela amène une question qui est aussi votre domaine, celui du renseignement. D'après votre expérience à la CIA, il semble qu'il ait 2 objectifs. D'un côté, informer les dirigeants politiques, mais ils ont aussi un second rôle qui est de vendre les guerres. Je pense que c'est ce qui a mal tourné en Ukraine, tout comme on peut soutenir que c'est ce qui a influencé Trump concernant l'Iran. Les gens qui sont censés informer ont un agenda. Ils cherchent à vendre une guerre. Ray McGovern,
Oui, Aminata, comme vous le savez, j'ai décrit la CIA comme deux agences de renseignement distinctes. L'une pour mentir au public et à tout le monde, renverser des gouvernements et parfois torturer des gens, et la division d'évaluation, l'analyse où je travaillais, qui était totalement séparée des opérationnels et où, pendant la majeure partie de ma carrière, nous pouvions dire la vérité comme Truman l'avait prévu lors de la création en 1947. Il disait « Je ne veux pas de renseignements traités, en d'autres termes, dites-moi les choses telles qu'elles sont ». Et nous avons pu faire cela au moins sur l'Union soviétique jusqu'à l'arrivée de Bill Casey et Bobby Gates qui ont corrompu toute la structure analytique. Ce que je dis ici, c'est que il existe de bons conseils. La preuve en est que, comme nous l'avons déjà dit, en 2007, une guerre contre l'Iran a été évitée grâce à une bonne analyse du renseignement. Je le souligne à nouveau, après la débâcle en Irak, où, après 5 ans, une étude bipartisane du Sénat a conclu en juin 2008 que les preuves avancées pour justifier la guerre en Irak étaient non étayées, contredites, ou même inexistantes. Pensez à ce mot, inexistante. Bref, quelqu'un de sensé à Washington a dit, écoutez, ils vont faire la même foutue chose avec l'Iran, les néocons, ils tiennent Bush et Cheney, et ils vont le faire lors de leur dernière année en 2008. Que faisons-nous? Eh bien, la première chose à faire est de trouver quelqu'un d'honnête qui dirige une estimation honnête du renseignement sur le nucléaire iranien. Ils ne trouvaient personne. Aucun gestionnaire de renseignement avec un bon dossier. Ils avaient tous été corrompus par ce qu'ils avaient fait. Mais ils ont trouvé Tom Finger du département d'État. Il est arrivé et, pour faire court, en novembre 2007, il a publié une déclaration unanime. Les 16 agences de renseignement américaines de l'époque ont affirmé « L'Iran a cessé de travailler sur une arme nucléaire à la fin de 2003 et n'a pas repris le travail sur une arme nucléaire. » Chaque année depuis 2008, 2009 jusqu'à l'année dernière, cela a été réitéré textuellement par la communauté du renseignement, à l'unanimité et avec un haut degré de confiance. Oh, que s'est-il passé cette année? Eh bien, la directrice du renseignement national a décidé qu'elle ne dirait rien à ce sujet cette année dans l'évaluation annuelle des menaces. Et quand elle a été interrogée par le Congrès, elle a dit eh bien, vous savez, c'est pas à moi de dire ce qu'est une menace immédiate. Seul le président le peut. Et vous savez, blablabla. Ce que je dis, c'est qu'il est vraiment triste qu'après avoir pu me vanter de ma division d'analyse de 2007 jusqu'à l'année dernière, je ne puisse même plus le faire. Si vous avez un doute sur le fait que l'estimation de 2007 a arrêté une guerre ou joué un rôle énorme, n'en croyez pas ma parole. Allez à la bibliothèque et regardez Décision Point, les mémoires de George W. Bush. Il écrit à la page 200 quelque chose. Cette estimation stupéfiante m'a privé de l'option militaire. Citation. Car comment pourrais-je autoriser une frappe sur les installations nucléaires d'un pays dont la communauté du renseignement dit qu'il n'a pas de programme d'armes nucléaires actif? Dommage. Si une preuve supplémentaire était nécessaire, il a écrit cette page, et c'est vrai. Et il allait autoriser cela alors que lui et Cheney retournaient vers le Wyoming ou le Texas et laissaient la prochaine administration s'en occuper. Voilà à quel point nous en étions proches. Pourquoi je dis tout cela? Il n'y a plus d'estimation maintenant. Il n'y a même pas mention du fait qu'il n'y a aucune preuve que l'Iran travaille sur une arme nucléaire et ne l'a pas fait depuis 2003. Même si les analystes le croient, la directrice en chef, Tulsi Gabbard, n'a pas voulu dire cela dans l'analyse des menaces de cette année, ni n'a pu dire qu'il y avait quoi que ce soit de proche d'une menace immédiate nécessitant que les États-Unis attaquent l'Iran. Enfin, comme la plupart de vos auditeurs le savent, l'Iran n'est pas une menace pour les États-Unis d'Amérique et ne pourrait pas l'être avant des décennies. Les analystes responsables disent que l'Iran a été jugé comme une menace pour Israël. Et je me sens obligée par ma conscience d'expliquer pourquoi nous avons attaqué l'Iran. Pour l'Irak, j'utilisais un acronyme. OIL. O pour oil, pétrole.
I pour Israël et L pour Logistics, les bases militaires permanentes que nous convoitions en Irak. Cette fois, c'est très simple. I pour Israël. Vous n'avez pas à me croire. Voici 3 petits points. Netanyahou a jubilé en disant « J'attends cela depuis 40 ans. Je n'avais pu persuader aucun président américain de les attaquer, mais maintenant je l'ai fait. » Deuxièmement, et je veux lire ceci parce que je ne veux pas faire d'erreur de prononciation, notre secrétaire d'État, Rubio, qui sert aussi de conseiller à la sécurité nationale, ce qui signifie qu'il est l'entonnoir par lequel tout le renseignement remonte au président. Un poste très puissant 2 jours après l'attaque sur l'Iran, il est interrogé par la presse et il dit ceci: « Nous savions qu'il allait y avoir une action israélienne. » Une action ? Une action ? Oui, il allait y avoir une action israélienne. Nous savions que cela précipiterait une attaque contre les forces américaines. Et nous savions que si nous ne les attaquions pas préventivement avant qu'ils ne lancent ces attaques contre les forces américaines, nous subirions des pertes plus élevées. Qui est passé en premier ? Qui a piégé qui ? Je suis sûr qu'ils ont coordonné la chose. Les Israéliens y sont allés. Maintenant, nous devons y aller. Je veux dire, allô ? N'est-ce pas clair pourquoi ? Et la dernière preuve, si nécessaire, a été la démission de l'un des adjoints de Tulsi Gabbard, Joe Kent est son nom. Un gars courageux, fervent, partisan de Trump, jusqu'à ce qu'il voit un vétéran de l'armée avec 11 déploiements de combat en Irak, jusqu'à ce qu'il réalise que ce n'était qu'une grande tromperie. Voici ce qu'il a écrit dans sa lettre au président. « Après mûre réflexion, j'ai décidé de démissionner. Je ne peux pas, en toute conscience, soutenir la guerre en cours en Iran. L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation, et il est clair que nous avons commencé cette guerre en raison de la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. » Waouh. Qu'est-ce qu'on voit maintenant ? Eh bien, il a des avocats, j'en suis sûr, pour se défendre contre une enquête du FBI. Il est calomnié, ils cherchent tout ce qu'ils peuvent contre lui, mais il a dit la vérité. C'est un modèle pour les autres au sein du gouvernement. Prenez ces généraux qui viennent d'être limogés. Vont-ils juste s'asseoir et prendre leur retraite ou rejoindre le conseil d'administration de General Dynamics, ou vont-ils parler ? Vont-ils dire « Écoutez, nous avons démissionné parce que notre chef d'état-major dérangé et son supérieur ont ordonné à la 422 aéroportée et au détachement de Marines de faire une mission insensée où des milliers de gars vont être tués. Nous ne voulons pas être responsables de cela. Ils ont été limogés. Je pense qu'ils ont démissionné pour une cause juste. J'aimerais juste qu'ils parlent, pour l'amour de Dieu. S'ils ont démissionné, il ferait mieux de nous faire savoir pourquoi. Désolée, je m'emporte un peu sur ces sujets. Non, je pensais que l'apport de Joe Kent était très important pour faire la lumière là-dessus. Et encore une fois, il est très difficile de s'attaquer à son dossier pour suggérer qu'il avait d'autres motivations. Je l'ai reçu dans mon podcast il y a quelques jours. Non, il veut le meilleur pour son pays, et c'est clair dans son parcours. Mais cela révèle aussi une division beaucoup plus profonde au sein des États-Unis sur la question d'Israël, car il n'y avait autrefois aucune dissidence du tout. L'idée que les États-Unis et Israël étaient liés par la hanche et que leurs intérêts étaient identiques, maintenant vous voyez la fracture, mais c'est aussi une alliance importante pour les États-Unis. On a l'impression de voir ça partout dans le monde, que ce soit l'alliance avec les Européens, les États du Golfe, l'Asie de l'Est. Ils discutent en Corée du Sud de la confiance qu'ils doivent accorder au maintien de cette alliance héritée de la guerre froide, et bien sûr Israël aussi. Cette relation devra probablement être revue. C'est bien qu'il y ait des ajustements, je préférerais juste des réformes lentes et progressives. Tout cela est très perturbateur pour le système international. Mais bien sûr, on ne pouvait pas continuer la guerre indéfiniment non plus. Avez-vous des pensées finales avant de conclure ? Oui, je pense que le facteur israélien, comme je l'ai expliqué, est critique. Et le fait qu'Israël ait perdu beaucoup de soutien, surtout auprès des jeunes générations, c'est aussi critique. Cependant, notre congrès est acheté par le lobby israélien. C'est donc la chose qui doit être surmontée. Je voulais élargir un peu le sujet. Quand nous parlions de la décision de Poutine d'envahir l'Ukraine, les gens doivent se rappeler qu'il était à Pékin le 4 février 2022. Et c'était une ouverture prévue des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Pourquoi est-ce que je mentionne cela ? C'est parce que je crois que la Chine a joué un rôle majeur
en donnant à Poutine le soutien dont il sentait avoir besoin pour faire ce qu'il a fait, c'est d'envahir un autre pays. Ne tournons pas autour du pot, c'était une invasion. Avait-il d'autres options? C'est la question. Et la réponse sur laquelle John Mearsheimer et moi sommes d'accord est non. Il a essayé toutes les autres options. Il a essayé le processus de Minsk jusqu'au bout pour ne pas avoir à envahir, mais il y avait des raisons et le pilonnage de tous ces Russes dans le Donbass était l'une des raisons principales. Les Russes se soucient des expatriés. Donc que suis-je en train de dire? Je crois que le facteur clé ici, et je suis pas le seul à le croire, mais peu de gens l'ont mis en avant, c'est quand Poutine est allé voir Xi et a dit « Écoutez, camarade Xi, je sais que cela va à l'encontre de toute votre position sur la Westphalie, la sainteté des frontières et le fait de ne pas envahir d'autres pays. Mais écoutez, je pense que je dois faire ça. Je dois envahir l'Ukraine pour arrêter l'empiètement de l'OTAN. » Et dans mon esprit, qu'est-ce que Xi a répondu? Il a dit « Vous voulez dire après la fin des Jeux Olympiques d'hiver, n'est-ce pas, probablement ?» Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà la réalité. Les Chinois ont changé toute leur perspective de politique étrangère, de la Westphalie, vers l'idée que lorsqu'un intérêt vital d'un pays est menacé, il peut répondre. C'était la nouvelle rhétorique chinoise pour les mois suivants. Grosse différence, il faut surveiller ces choses. Donc que fait Poutine? Il rentre à la maison. Les Jeux Olympiques d'hiver se terminent le 20 février. Donetsk et Lugansk demandent leur indépendance, reconnue par la Douma le lendemain. Ils demandent protection le lendemain. Poutine invoque la charte de l'ONU le jour suivant. Qu'est-ce que je dis? Je dis que c'est pas juste un petit détail. Cela signifie que l'alliance Russie-Chine est solide comme un roc, au point que Pékin fera des exceptions pour la violation de la Westphalie. Et dans la mesure où l'on peut compter sur les Russes pour aider les Chinois dans les cas extrêmes, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie énormément de choses, non seulement pour l'Ukraine, mais encore plus pour l'Iran. Et j'espère simplement que la lueur d'espoir est que Poutine, désolé, que Trump ait le bon sens d'appeler Poutine et de dire écoutez, pouvez-vous m'aider sur ce coup-là? Ça nous échappe. Parce que c'est ce qu'il a fait il y a 4 semaines, n'est-ce pas? S'il le refait, je pense qu'il y aura de l'aide non seulement des Russes et des Chinois, mais aussi des Pakistanais. Même les Saoudiens semblent intéressés par ce que les Pakistanais essaient de faire. Il y a beaucoup d'enjeux pour les États du Golfe. Oman a déjà passé ses petits arrangements bilatéraux avec l'Iran. Donc je vois un peu d'espoir, mais c'est un espoir de Pâques. Nous devrons voir ce qui se passe non seulement demain, mais le jour d'après. Merci beaucoup, Aminata, de m'avoir reçu. J'ai eu l'impression d'avoir une leçon d'histoire sur mon parcours ainsi que sur celui de l'OTAN ces 7 dernières décennies. J'apprécie. Eh bien, souvent nous voyons de nouveaux ordres mondiaux et de grandes institutions internationales ne se mettre en place qu'après des guerres majeures. J'espère donc que nous verrons de grands diplomates et des gens responsables de la communauté du renseignement faciliter quelque chose. Alors, merci comme toujours. C'est un plaisir de vous revoir, mon ami. Ray McGovern, merci, Aminata. Ray McGovern, merci infiniment pour ce voyage à travers l'histoire et pour avoir levé le voile sur les mécanismes de l'ombre qui dirigent nos vies. Ce que nous retenons de cet échange, c'est que l'effondrement de l'architecture de sécurité que nous observons en Ukraine, en Iran ou en Asie n'est pas un accident, c'est le résultat d'un abandon systématique de la diplomatie au profit d'un système de blocs devenu obsolète. La sécurité indivisible, ce principe sacré qui veut que la sécurité des uns ne se construise pas sur l'insécurité des autres, a été sacrifié sur l'autel d'une hégémonie qui refuse de voir le monde changer. Chez Geopolitik News, notre point de vue est clair. En confiant les clés de notre destin à des élites souvent déconnectées des réalités historiques, nous marchons sur une corde raide, au-dessus d'un précipice nucléaire. Le mensonge n'est plus seulement un outil de guerre. Il est devenu le fondement de la politique actuelle. Avant de nous quitter, je dois vous regarder dans les yeux. Si vous m'écoutez encore, c'est que vous faites partie de cette minorité qui a soif de vérité. Mais je dois vous partager une réalité brutale. Geopolitik News se meurt en silence. Alors que nous traitons des sujets vitaux pour l'avenir de l'humanité, 99% d'entre vous qui regardez nos vidéos ne sont pas abonnés. C'est un chiffre qui nous déchire.
Nous mettons toute notre énergie, notre temps et nos ressources pour vous offrir ces décryptages, mais sans votre engagement, nous risquons de ne plus avoir la force d'exister le mois prochain. Nous avons un besoin vital d'atteindre ces 1000 abonnés et ces 4000 heures de visionnage pour que ce média ne s'éteigne pas. C'est une question de survie pour la liberté d'information. Si vous avez appris quelque chose ce soir, abonnez-vous. Si vous croyez que le monde a besoin d'une voix différente, cliquez sur j'aime. Si vous voulez que Géopolitique News continue de vivre, partagez cette émission. Chaque clic est un vote pour que nous ne soyons pas effacés. Ne partez pas sans nous donner cette chance de grandir. Un immense merci aux fidèles qui nous portent et bienvenue à ceux qui choisiront de rejoindre l'équipe dès maintenant. Prenez soin de vous, restez critiques et à très bientôt sur Géopolitique News. Bonne soirée!